Peut-être une première question d'ailleurs qui sera à vous. Si on définit la start-up comme étant une petite entreprise très innovante qui a moins de 2-3 ans d'existence, est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé dans une start-up, travaillé dans une start-up? Ouais, c'est pas trop mal, il y en a quand même 3 ou 4 ou 5. Est-ce qu'il y en a qui ont fondé, participé, même s'ils n'en ont pas le seul fondateur, ont participé à la création d'une start-up, toujours selon la même définition? D'accord. Il y en a certains, et il y en a d'autres qui, si on aura le temps de partager après, hein, sans problème, au contraire, ça, je suis venu pour ça. Alors moi je m'appelle Vincent Violin, donc j'ai cofondé un salon professionnel qui s'appelle Nature Startup. Les salons professionnels en France, vous en connaissez, la preuve aujourd'hui, on est dans un exemple, même si c'est un exemple un peu hybride, assez innovant. On a beaucoup de salons qui sont entièrement consacrés aux grandes entreprises. Je ne sais pas si, j'imagine un certain nombre de gens, vous êtes étudiants ou ex-étudiants d'école et vous avez tous connu le salon banque, le salon conseil, le salon instinct. Nature Startup, c'est une expérience où on a un salon professionnel mais qui est entièrement dédié aux startups, donc à ces jeunes entreprises dont je vous parlais à l'instant. Et puis par ailleurs, je dirige une agence digitale qui s'appelle Babel 31, une agence de communication spécialisée des réseaux sociaux, etc. Ce que je suis venu donc vous présenter ce matin, c'est vous dire, voilà, aujourd'hui, on est dans ce qu'on peut appeler l'âge d'or des startups. L'âge d'or des startups, c'est un moment qui est un peu unique. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes parmi nous, dans lequel les startups sont devenues ou redevenues à la mode. Je m'explique. En gros, dans les années 80, si vous avez été étudiant dans une école ou à la fac, il y a eu une grande période dans laquelle le marketing, notamment en Europe, en France, était particulièrement à la pointe. En gros, si on était 25 ans en arrière aujourd'hui, je suis en train de vous faire une présentation sur l'intérêt d'intégrer une grande équipe marketing d'un grand groupe. Parce que vendre un produit et savoir comment le mettre en avant, c'était véritablement ce qui était considéré comme le top niveau. Il y a pas mal de raisons à ça, on n'est pas là pour en parler ce matin, et c'est un mouvement qui a réellement existé. Et puis vous le savez, parce que c'est un petit peu plus récent, donc en général les gens s'en souviennent, à partir des années 90, les meilleurs étudiants ont commencé à vouloir intégrer les filières sélectives en finance. Je pense que vous avez encore des exemples dans votre entourage. La finance est devenue, la financiarisation de l'économie était une réalité qui s'est développée très rapidement, et donc intégrer une filière finance, notamment dans une école ou même à la faculté, et par ailleurs derrière intégrer une banque d'affaires, c'était véritablement ce qui était devenu le plus prestigieux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement qui va vers les startups. Et pas n'importe quel type de startup, des startups au niveau mondial. C'est pour ça qu'il y a le mot international dans ma présentation. Parce que retenez bien ce premier élément, peut-être, dont on va discuter tout à l'heure. Les startups aujourd'hui naissent mondiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Une startup qui se fonde sur le web, avec pour tout élément un site web, des réseaux sociaux, et qui essaye de vendre son service à travers cette plateforme. Elle n'a pas besoin, ou même elle n'a pas intérêt à rester simplement, par exemple, dans un pays comme la France. Elle a intérêt très rapidement à naître avec un nom, notamment souvent un nom anglais, et très rapidement à essayer de développer des équipes qui vont être des équipes internationales, notamment sur un marché comme le marché américain, parce que c'est le marché le plus solvable du monde aujourd'hui, mais évidemment aussi sur les marchés émergents. On aura l'occasion peut-être d'en parler, évidemment, Chine, Brésil, etc. Et c'est de plus en plus le cas. Donc aujourd'hui, en gros, les startups sont à la mode, on va dire ça comme ça. Et il y a énormément, on est à l'ESCP aujourd'hui, énormément d'écoles de commerce, par exemple, qui valorisent la création de startups par ses étudiants ou par ses ex-étudiants. À mon sens, pour bien comprendre ce dont on va parler ensuite, c'est lié à quelques éléments. D'abord, je le disais, tout ce qui est lié au marketing, à la publicité, a perdu de son aura. Encore une fois, je me répète, mais si on avait été 20 ans en arrière, vous m'auriez dit que la pub, c'était vraiment passionnant, c'était un univers passionnant. Si on interroge les Français aujourd'hui sur la publicité, ils nous disent qu'ils n'y croient absolument pas. Et ils nous disent qu'ils trouvent que les techniques de commercialisation sont fausses, et souvent que c'est du mensonge. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu un retournement de valeur là-dessus. Même point ensuite sur la finance. Je suis sûr que peut-être parmi vous, certains envisagent ou envisageaient de faire une filière finance. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, au contraire. Mais les crises bancaires qui ont eu lieu il y a maintenant 5 à 6 ans ont clairement affaibli le positionnement de ce type de formation. Et aujourd'hui, c'est surtout une question de valeur qui a poussé à valoriser les startups. Ce qu'on appelle la génération Y. Alors, certains connaissent peut-être ce terme, c'est-à-dire une génération qui a aujourd'hui entre 20 et 30 ans, on va dire,
et qui est une génération qui est bien sûr est en plein dans la révolution digitale, la révolution Internet. Un certain nombre d'études montrent que cette génération-là est portée par des valeurs, émancipation, prise de risque. C'est aussi une génération très individualiste, mais individualiste qui cherche aussi à partager ses propres valeurs sociaux. Toutes ces valeurs-là, on va essayer de les retenir dans un instant, elles sont fondamentales pour créer une start-up et la développer. L'émancipation, parce qu'il faut arriver à s'émanciper d'un certain nombre de choses qu'on nous a apprises, notamment le fait que c'est très bien d'être salarié, notamment le fait que c'est très bien d'être dans une hiérarchie. Je simplifie pour l'instant, on va rentrer dans les détails ensuite. La prise de risque, parce qu'évidemment la prise de risque est au cœur de tout processus créatif, soit un processus d'entreprise ou tout autre processus, mais c'est clé dans une start-up. L'individualisme, parce que la figure de l'entrepreneur, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, c'est vraiment important, c'est quand même la figure qui dans les 2-3 premières années est motrice. Sans la figure de l'entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise. En gros, c'est le mec qui est persuadé que son idée est bonne, et même si elle n'est pas tout à fait bonne, il va s'acharner un petit peu. Et donc le fait qu'il arrive à s'acharner, clairement, ça permet à l'entreprise ensuite de trouver un stade de développement. On va pouvoir échanger là-dessus, c'est une chose sur laquelle j'ai pas mal d'éléments à vous donner. Et enfin, les éléments de partage, de coworking, etc., qu'on entend beaucoup aujourd'hui, sont fondamentaux dans les nouvelles valeurs de cette génération-là. Ils sont aussi fondamentaux, bizarrement, dans les projets qui sont créés. Alors ensuite, il faudrait peut-être insister aujourd'hui sur ce qu'on va entendre par le mot start-up. J'ai retenu 3 définitions pour essayer de donner des éléments qui sont concrets. Il y a une définition qui est classique, qu'on peut même retrouver dans les manuels d'économie ou sur Wikipédia. En gros, une entreprise jeune, en général on se dit au-delà de 3 ans on n'est plus une start-up, c'est un petit peu réducteur, mais il faut bien trouver les cases. Une entreprise à fort potentiel de croissance, alors ça veut vraiment dire quelque chose de clé. Une start-up, normalement, c'est une entreprise dont le potentiel de croissance est plus fort que son marché. Peut-être plus fort que le marché sur lequel elle se situe. Si on est sur le marché de la vente d'escargots, un marché à très fort potentiel, c'est-à-dire qu'on va 2 fois plus vite. Évidemment, la plupart du temps, c'est des marchés qui sont eux-mêmes déjà en très forte croissance. Alors, je pense que vous avez en tête, par exemple, évidemment, tout ce qui va concerner le digital, mais aussi tout ce qui va concerner les innovations. 2 types d'innovations, ça c'est vraiment clé à retenir. Des innovations de procédés, en gros, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire quelque chose, en général plus rapidement que la manière d'avant, bien sûr ça a une valeur de marché, et évidemment des innovations de produits. Aujourd'hui, par exemple, dans les services en France, on a un exemple qui fait polémique, on en parle souvent, c'est les VTC, c'est-à-dire ces véhicules de transport qui sont en train de concurrencer de manière très puissante et donc très énervante pour les concernés, les taxis. La définition qui est souvent retenue en France, ça c'est lié à tout notre écosystème, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, parce que je connais assez bien cet écosystème, on va dire pouvoir public, entreprise, école, qui forment un écosystème qui permet aux startups d'exister. C'est une entreprise jeune, innovante, et dans lequel vraiment le numérique ou le digital, on peut employer l'un ou l'autre, sont clés. Donc nous on a tendance à considérer en France, on le voit bien par exemple avec les initiatives, peut-être certains d'entre nous ont suivi qu'il y avait une ministre qui est en charge des PME et de l'innovation, qui s'appelle Fleur Pellerin, très active dans un certain nombre de ces écosystèmes startups, qui est venue d'ailleurs à l'ESCP déjà. Eh bien, cette ministre et son ministère a tendance à se concentrer beaucoup sur ces aspects du numérique. Pourquoi? Parce qu'on est assez bon aussi pour former des profils, nous, dans nos écoles et dans nos universités en France, qui sont capables de travailler à tous les endroits de cet écosystème. Le développement, capable de coder, de mettre en place un site. Le marketing, j'en parlais, parce qu'on a encore des très bons marketeurs en France, parce que justement il y a toute une culture du marketing, et puis aussi bien sûr ceux qui sont capables de, ce qu'on appelle être des chefs de projet, qui font avancer la télé. Et la définition qu'on va retenir ce matin, enfin, c'est dans la définition plus large, parce que je pense qu'on a tendance à s'enfermer, et que tous les projets qui sont des projets dans lesquels l'innovation, quelle qu'elle soit, et la prise de risque sont au cœur du processus de création ou de génération de valeur, sont fondés, j'allais dire, à pouvoir se nommer start-up. Ça va nous permettre d'échanger si vous êtes porteur de projet, parce que vraiment, c'est la notion clé qu'on doit retenir dans une start-up, l'innovation et la prise de risque. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que les start-up n'ont pas toujours, loin de là, été populaires. Aujourd'hui, je suis content de voir que vous êtes assez nombreux ce matin. J'imagine, j'ose croire, que c'est en partie lié au sujet qu'on
traite ensemble, c'est-à-dire vraiment essayer d'approfondir quelles sont les clés pour comprendre une startup, qu'est-ce que c'est, et ensuite bien sûr les clés pour l'intégrer. Mais si on fait un rapide retour, évidemment j'ai mis des exemples, certains doivent se dire, on ne parlait pas du tout de startup au début du siècle, c'est bizarre d'employer ce terme, sauf que je viens de donner une définition à ce terme de startup. Je viens de dire une startup finalement c'est une entreprise jeune, 2 à 3 ans, à fort potentiel de création de valeur. Donc si je dis ça, on peut admettre que au moins depuis un siècle, il existait des startups, c'est-à-dire des jeunes entreprises qui étaient très fortes. Et aux États-Unis, par exemple, dans les années 20, je vais prendre le deuxième exemple, ce qu'on appelait la radiomania, c'était la radio, c'était une innovation fantastique. Aujourd'hui, on est encore tributaire, on écoute encore la radio, bien sûr, sous d'autres formats. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, notamment dans le marché américain, c'est l'exemple, puisqu'on a le Marconi, c'est l'exemple de la radiomania, le moment où la radio a explosé, c'est l'exemple de ce qu'on a appelé les dot-com, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que sont les dot-com, tout simplement ça veut dire .com. Au début des années 2000, des sociétés qui se sont fondées du jour au lendemain, qu'on appelait .com parce qu'elles avaient un site internet au moment du début de la révolution internet, et ces entreprises, elles ont un point commun, ces 3 dot-com que j'ai mis là, c'est qu'elles ont toutes connu des envolées boursières, notamment sur le marché américain, extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Quand je dis extrêmement fortes, on a eu des sociétés qui ont vu leur capitalisation multipliée par 1000 en quelques mois, par exemple. Seul problème, elles ont tout aussi un point commun, un certain nombre d'entre elles n'avaient en fait derrière pas grand-chose, voire rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait, dans les scandales, par exemple, des dot-com, il y avait effectivement des entreprises qui se sont créées en créant un site internet, mais le service qui était derrière était soit inexistant, soit pas adapté à la demande du marché, soit trop cher, etc. Tout en fait ce qui ressemble à une histoire classique d'entreprise, sauf que comme il y avait ce caractère innovant, ce caractère très neuf, il y a eu évidemment une envolée, une espèce de moment comme ça où tout le monde se passionne pour ces entreprises qui ensuite sont largement retombées. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'on arrive à une certaine maturité. Je vais donner 3 exemples. Vous connaissez tous l'entreprise qui est une ex-startup d'ailleurs qui s'appelle Amazon. En France, on en parle particulièrement parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des libraires qui sont très remontés contre Amazon, d'accord? Parce qu'Amazon, c'est pas une entreprise qui date de 2007 ou 8 ou 10 en s'étant dit Internet est très mûr et puis je vais vendre des livres, mais au lieu de passer par un réseau de distribution classique, c'est une librairie en fait. Au lieu de passer par ce réseau de distribution classique, je vais vendre directement mes livres sur Internet. C'est pas du tout ça l'histoire d'Amazon. L'histoire d'Amazon, c'est une histoire qui commence au milieu des années 90. On est vraiment au tout début d'Internet. On n'est même pas sur l'Internet 2.0, on est sur l'Internet 1, donc, qui ne permet pas d'interaction sociale. Et non seulement on est sur cet Internet 1, mais personne, pas grand monde y est encore. Je ne sais pas quand est-ce que vous, par exemple, vous avez commencé à avoir un mail. Quand on y réfléchit, qu'on essaye de souligner, en général, on commence à vraiment utiliser ça au tout début des années 2000. En 1995, c'est pas ça. En gros, pour dire, c'est souvent des entreprises qui naissent d'une idée qui est très très en amont du marché. Ça, c'est un point qui est vraiment arrêté. Très en amont du moment où le marché va commencer à devenir un marché très mûr pour elle. D'accord ? Et si on parle d'âge d'or aujourd'hui des startups, si les startups sont aussi à la mode, c'est que souvent, ces startups qui ont réussi, je vais en détailler quelques-unes, ça va peut-être passer au slide suivant, c'est bien pour regarder. D'abord parler de ça, je vais en montrer quelques-unes dans un instant. Ces startups, elles ont réussi à trouver un marché et ensuite elles ont explosé, mais d'abord parce qu'elles ont travaillé une offre, un produit, et souvent d'ailleurs pendant des années en étant un petit peu seul. Il y a une éclosion aujourd'hui d'un univers qui est favorable aux startups, c'est l'exemple que je viens d'essayer de vous donner, j'en ai retenu 4. D'abord, l'accélération fantastique de la mondialisation, on va pas sur ce terme, mais j'ai échangé avec pas mal d'étudiants ce matin, puisqu'on a un corner Nature Startup. Quasiment tous me disaient qu'ils cherchaient un stage ou un job à l'étranger. Au moins une expérience à l'étranger. Les startups ont cette particularité qu'elles naissent toutes aujourd'hui, quasiment, dans un marché qui est globalisé et mondialisé. Quand on me demande est-ce que ces startups elles offrent des jobs à l'étranger, j'allais dire presque par définition. Deuxièmement, il faut bien voir que ce qui permet aujourd'hui d'avoir un univers qui est favorable à la création de nouvelles startups tous les jours, c'est qu'il y a un décloisonnement fantastique des savoirs, en
on a un accès permanent à des savoirs via justement Internet, ce qui n'était pas du tout possible auparavant. Il y a un certain nombre d'outils de partage qui sont en éclosion. Des économies entre elles, évidemment on est dans des économies de marché mais dans une phase accélérée où les échanges sont extrêmement nombreux. Et au sein des économies mêmes, c'est-à-dire typiquement, là ce matin on est en train de se parler, peut-être qu'après on échangera, vous allez m'apprendre quelque chose, moi je vais vous apprendre quelque chose, c'est un décloisonnement qui est fantastique. Autre exemple, les startups travaillent très souvent aujourd'hui, vous le savez, dans des espaces comme les pépinières, vous connaissez peut-être ce terme, ou dans des espaces de coworking. En fait, elles travaillent déjà entre elles. Donc si elles travaillent entre elles s'apprennent entre elles et donc elles créent de la valeur entre elles. C'est vraiment fondamental. Troisième point, un accent qui est mis sur l'importance de l'offre dans un contexte de compétitivité. C'est un point à bien comprendre. Aujourd'hui, vous entendez souvent le terme de compétitivité parce qu'on a un gouvernement qui nous en parle, on a des médias qui nous en parlent. C'est pas un hasard. Si les économies sont obligées de se faire concurrence, c'est le cas, alors elles sont obligées de créer des offres, donc des entreprises, qui sont capables de supporter cette concurrence. Comme en gros, pour simplifier, évidemment, nous, nos économies anciennes, extrêmement développées, ne peuvent pas faire de concurrence sur les coûts, parce qu'on ne peut pas avoir à être en concurrence avec un ouvrier chinois, parce que sinon, en termes de coûts, ça va évidemment pas être très bien pour vous. En revanche, vous pouvez être en concurrence sur un marché mondialisé, sur des éléments à forte valeur ajoutée. Si vous êtes un très bon commercial, si vous êtes un très bon développeur, si vous êtes un très bon chef d'entreprise, vous avez une valeur qui est très forte et qui n'est pas en concurrence avec l'ouvrier chinois dont je parlais, même s'il y a évidemment aucune critique, c'est uniquement une description de comment fonctionne aujourd'hui cette économie mondialisée. Et enfin, des politiques publiques qui partout vont dans ce sens. Si vous regardez un petit peu, on parle très souvent de l'exemple allemand, il n'y a pas que l'exemple allemand. Les exemples aujourd'hui internationaux dans les économies développées, c'est des exemples de soutien aux entreprises. On a créé par exemple il y a quelques années en France un crédit impôt recherche, qui est extrêmement dynamisant. Qu'est-ce que c'est? Pour résumer en quelques mots, la possibilité d'investir, de mettre de l'argent dans des entreprises justement qui sont innovantes et qui ont besoin de R&D. La R&D étant la recherche et développement clé pour développer votre modèle de startup. Alors j'en arrive justement très rapidement à ces exemples. Souvent on dit qu'est-ce que c'est qu'une startup? Là, les exemples qui sont arrivés, qui sont plus du tout des startups, qui sont arrivés à maturité. Mais au départ, ça vient des exemples de boîtes qui se sont développées sur un marché qui était extrêmement innovant, dans lequel d'ailleurs il n'y avait pas toujours de business model au départ. Exemple Twitter, hein. Tout le monde, enfin je suppose qu'un certain nombre qui a un Twitter ici, qui utilise Twitter, à peu près la moitié des gens qui sont là, donc ça prouve quand même déjà le niveau de développement de cette boîte, avec au départ juste un principe de fil avec un nombre de caractères, vous savez, limité, dans lequel l'entrepreneur, on parle de 2006, c'est vraiment pas vieux, hein, c'est 8 ans, dans lequel l'entrepreneur n'avait même pas vraiment de business model. Et aujourd'hui, c'est un business model qui est en train de se rentabiliser grâce à quoi? Peut-être vous le savez, grâce à la publicité. Même principe d'ailleurs pour Facebook, qui lui est un tout petit peu ancien, un petit peu plus ancien, parce qu'il vient de fêter ses 10 ans. Si on regarde ne serait-ce que Google, dont on dit beaucoup de choses aujourd'hui, on est sur une entreprise qui a fêté ses 15 ans en octobre dernier. C'est très récent, même principe. Mais en France, on n'est pas mauvais non plus là-dessus. Il y a une certaine littérature qui est consacrée à ça. On a toujours tendance à se déconsidérer un petit peu. Je pense que vous connaissez ce terme de French bashing. Et on est les meilleurs d'ailleurs en général dans le French bashing. Alors qu'on a plutôt fondé des boîtes qui font rêver à l'international. La plus connue, parce que son fondateur est très connu, s'appelle Xavier Niel, c'est Free bien sûr. Mais quand on regarde le modèle de Dailymotion, de Deezer, de Price Minister, ou même de Mythic, c'est vraiment des entreprises, et je reviens à mon point de tout à l'heure, hein, je le garde en tête, cette logique de, au début j'ai un marché qui n'est pas spécialement mûr. Si on vous disait en 2001, j'étais sûr que la rencontre par Internet, ça va exploser. Aujourd'hui vous me diriez, bah oui évidemment, je connais plein de gens qui avec moi rencontrent par Internet des dizaines de sites. À l'époque, ça faisait largement sourire, hein, c'était quand même une blague. Même le modèle de Dailymotion, que j'aime bien, puisque on a souvent discuté et j'ai invité à des conférences des fondateurs de Dailymotion, l'idée même de partager des vidéos en ligne sur un modèle où c'est quasiment libre d'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez uploader vous-même une vidéo, etc. sur certaines conditions, c'était totalement disruptif, totalement. Alors maintenant, c'était le deal qu'on s'était donné, c'était de dire voilà, quelques clés et ensuite échanger avec vous sur les règles qui permettent
quelques règles, quelques éléments qui permettent d'intégrer une startup, quelles sont finalement les qualités et peut-être aussi des points d'attention avant d'intégrer une startup. Alors, premier point, premiers éléments, d'abord se demander deux questions si vous êtes porteur de projet, si vous êtes intéressé par travailler dans une startup, quel que soit l'endroit où vous vouliez en faire. Est-ce que tout le monde peut travailler dans une startup? Alors oui, pour trois raisons. D'abord parce qu'une startup, c'est vraiment une structure, comme toute entreprise, qui a besoin de talents très diversifiés. Ça n'est pas des reçus numéro 1, une structure dans laquelle il faut avoir un bac plus 18 en commerce ou un bac plus 22 en développement web. Très souvent on parle du web, du commercial. Il y a plein d'autres fonctions qui sont nécessaires évidemment dans les startups. Oui, car il existe des startups dans tous les secteurs d'activité, là encore, ne restons pas collés au numérique. Quelques années, il y avait la mode des biotechnologies, on parlait des biotech, on disait que ça allait exploser. Finalement, on a commencé un peu à l'oublier. Aujourd'hui, on parle énormément d'objets connectés, pour ceux qui s'intéressent à cet écosystème. Bon, oui, il y a toujours des effets de mode, c'est là qu'en général, on fait des confs et qu'on s'intéresse à ça et qu'on joue entre nous, mais la réalité, c'est que les secteurs d'activité sont extrêmement diversifiés, surtout en France, où, petit point d'info en plus, on est très très bon dans les services, par exemple. On n'est pas seulement dans les biens. Nous, on est très très bien dans les services. On sait faire des services, que ce soit à la personne ou globaux, qui sont valorisés sur le marché mondial. Troisième point, parce que les questions de niveau de diplôme ou d'expérience, qui sont très importantes, vous le savez, dans toutes les entreprises, comptent bien sûr, mais elles entrent en concurrence avec plein d'autres critères. Ça, on va rentrer dans un instant. Alors, tout le monde peut-il? J'ai dit oui, mais non. Réponse un peu normande, désolé, hein, on va essayer de montrer quand même les éléments de balance qu'il faut voir entre eux. D'abord parce qu'il faut quand même certaines qualités. Une startup, c'est de la souplesse, c'est de l'adaptabilité, pardon. Plus que dans des grosses structures, c'est quand même une capacité permanente à se remettre en cause. Il faut accepter cela. Deuxièmement, parce que nécessairement une startup, surtout dans les 2 à 3 premières années, parce que c'est la définition qu'on a retenue, génère de l'incertitude, source de stress, d'angoisse. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est quand même un point qui est clé. On se dit tout ce matin, c'est pas simplement un portrait uniquement positif des startups, c'est essayer de montrer quels sont les différents éléments qui existent. Et puis, quand même, un petit peu vous allez me dire, mais un peu en contradiction avec le point précédent, grande diversité de recherche, mais quand même de plus en plus, on pourra en parler ensuite si vous voulez, de la recherche de qualifications précises et poussées. C'est pas tellement le bac plus 18 dont je parlais tout à l'heure, en revanche, elle a de plus en plus des profils extrêmement pointus, extrêmement précis, notamment lorsqu'il s'agit de web. Alors, et tout le monde doit-il travailler dans une start-up, même réponse de Normand, peut-il, doit-il? Alors, dans un monde idéal, évidemment, je prêche pour ma paroisse, je fais des 2 start-up, oui. Oui, parce que je pense sincèrement, le retour d'expérience que tout le monde vous dira en tant qu'entrepreneur de start-up, c'est que c'est un accélérateur fantastique en termes d'apprentissage et en termes de prise de risque. Évidemment, il y a un risque qui est fort, vous savez, une boîte sur 2, évidemment, n'existe plus, donc il faut accepter ça. Mais il y a des pays, par exemple, où c'est très très valorisé. Nous, on a encore un petit peu de mal avec ça en France. Si on monte une boîte et un échec, on a un échec, c'est vraiment considéré comme un petit peu un échec, une marque. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, je sais que c'est impulsif et on dit très souvent, mais c'est utile de le savoir, c'est valorisé d'avoir connu 2-3 échecs quand on a monté une boîte. Parce que simplement le fait d'avoir résisté, enduré le stress, de chercher des investisseurs, de monter un produit, d'essayer qu'il marche, etc., je peux vous dire que si vous allez chercher un job ensuite, on se dira cette fille-là ou ce garçon-là, il a des qualités qui sont évidentes. Et dans la réalité, non, parce que je pense qu'il faut que ça corresponde à un véritable souhait et que ce soit vraiment en adéquation avec les compétences et les attentes de la start-up. En fait, on est dans un monde qui est tout petit au départ. Une start-up, on est sur quelques dizaines de personnes, voire au début 3-4 personnes. Il faut absolument qu'il y ait un match, une correspondance qui soit très bonne. Alors, je vais essayer de mettre quelques points qui sont surtout des points pour déclencher la discussion avec vous et qui finissent cette présentation sur les raisons d'intégrer une start-up et sur les points d'alerte éventuellement à avoir pour vous. C'est un petit bagage éventuellement pour ensuite vous dire, bah voilà, je sais où j'en suis aujourd'hui. Bon, une start-up avant toute chose, ça donne effectivement un espace. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le point quand on rencontre, nous pour Meet Your Startup, j'ai rencontré quasiment 100 entrepreneurs. C'est pas toutes les startups de la planète, mais ça permet d'avoir quand même un premier retour d'expérience qui est à peu près solide. Ils attendent
que les jeunes diplômés ou les diplômés développent un potentiel qu'ils ont beaucoup plus de mal à développer dans les grandes entreprises. En fait, on a un peu plus, voire beaucoup plus de pieds sur l'accélérateur. Ça, il faut le savoir, c'est une qualité, il faut avoir envie de le faire, il faut pouvoir le faire. C'est une qualité de... Deuxièmement, les notions de coopération et de coopétition sont clés dans la start-up, c'est un espace de liberté. Coopération, c'est-à-dire être capable de ne pas cloisonner, on n'est pas du tout dans des structures où on a un bureau fermé et le téléphone éteint, comme dans certaines administrations, chez ce que j'ai. On est vraiment dans des structures dans lesquelles la coopération est clé, la coopétition aussi, qui est un terme qui a explosé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on génère avec notre équipe de la compétition, mais en coopérant. Donc on va être sur certains projets ensemble, mais en même temps, on est en compétition sur d'autres. C'est vraiment clé et c'est un processus qui en fait crée de l'émulation assez positive. Troisième point, bon, sincèrement, tout le monde vous dira qu'il y a quand même une adrénaline qui est forte. Quand vous interrogez un salarié, il y a des études là-dessus, sur ce qui lui manque souvent dans la structure dans laquelle il se trouve, le mot sens, manque de sens, revient très souvent. Pourquoi manque de sens? Parce qu'il a du mal à connecter les résultats de ce qu'il entreprend avec ce qu'on lui demande de faire. C'est normal, dans des grandes structures, c'est très difficile à réaliser, il ne faut pas non plus taper dessus. Évidemment, il y a une adrénaline dans la startup qui est liée au fait que, normalement, on voit très rapidement quels sont les résultats des actions qu'on engage. Et c'est tout simple. C'est vraiment un phénomène fondamental et très, très important. Quatrième point, l'incertitude dont je parlais tout à l'heure en introduction, qui est liée à l'univers d'une startup, maintient les sens en alerte. C'est un autre emploi du terme sens. Le sens pour je donne un sens à quelque chose, c'est le terme sens pour j'arrive en permanence à finalement maintenir mon niveau. Et ça, je vous invite à considérer qu'on l'entend de plus en plus, notamment des jeunes, parce que comme les savoirs sont de plus en plus rapidement obsolètes, on le sait bien, ce qu'on apprend en école, avec la capacité à ce que 10 ans plus tard ce soit toujours valable, on va parler de comptabilité, de finance, de marketing, est faible. Moi j'ai une trentaine d'années, quand j'ai fait du marketing à l'école de commerce où j'étais, j'en fais aujourd'hui dans mon agence, ça n'a plus rien à voir. Déjà il n'y avait pas de marketing digital, donc c'est clé, mais je pourrais citer des dizaines d'exemples comme ça. Donc cette capacité à connecter les deux est vraiment Cinquième point, on est dans un univers qui est faiblement formalisé. Beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs ressentent très difficilement la question des process normés, comme là aussi manquant de souplesse et manquant aussi de logique. Souvent on ne voit pas la logique de ces process. Une start-up, c'est pas un univers qui est la jungle, c'est pas un univers qui est entièrement sans normes, mais c'est un univers où il y a une capacité quand même à développer des normes qui soient plus souples. Sixième point, on y trouve en corrélation avec ce cinquième point des process et des structures qui sont plus légers. Ça c'est essentiel pour un start-upper, pour un chef d'entreprise dans une start-up, parce qu'il a besoin de générer des gains de productivité. C'est-à-dire la capacité à ce que sa structure soit souple pour que ses coûts soient bas et pour que son produit puisse être largement écoulé. Et enfin, dernier point, qu'on soit dans les innovations de produits, de procédés, je vous ai donné quelques éléments de différenciation des deux tout à l'heure. Les startups essayent toujours de se positionner du côté de valeur ajoutée forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de créer un produit ou un service qui est réellement une valeur ajoutée et que cette valeur ajoutée soit particulièrement forte, soit pour être acheté ensuite par un grand groupe, soit pour simplement être capable de se développer sur son propre marché. Donc ça c'est passionnant, parce que quand on travaille dans un univers où on crée un produit qui a une véritable différenciation, une structuration sur le marché, on en ressent vraiment les bénéfices. Alors je vous ai dit que je vous donnais 7 points, c'est pas déjà un élément de discussion, qui sont des clés ou des éléments d'intégration. En revanche, il y a peut-être quand même 3 points d'alerte, parce que le but n'est pas de faire une présentation en disant c'est génial, rejoignez-nous et créez tous une start-up. 3 points d'alerte. Là, je me suis concentré sur ceux, je ne savais pas exactement qui vous seriez ce matin pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes porteur de projet ou si vous voulez intégrer, mais comme je sais qu'il y aurait un certain nombre d'étudiants, je me suis dit, donne 3 points clés très concrets. Je veux aller dans une start-up. Qu'est-ce que je dois quand même avoir en alerte? Parce que c'est quand même moins clair que quand on va chez L'Oréal ou BNP Paribas, on est d'accord. L'Oréal, BNP Paribas, on voit à peu près ce que c'est là. 3 points d'alerte, c'est d'abord, si vous ne comprenez pas le business d'une start-up, j'ai mis fuyer. Un chef d'entreprise, même quand on est dans une structure naissante, qui a 6 mois, 1 an, il doit, c'est son métier, il doit savoir vous expliquer ce qu'il fait et vous devez pouvoir le comprendre en 1 minute.
S'il n'en est pas capable, bon, ben, c'est que moi, à la cervelle, je conseillerais de retravailler son pitch, mais pour vous, c'est un signal d'alerte quand même qu'il faut plutôt aller dans une autre startup. Parce que vous trouverez d'autres startups, je vous rassure, les entrepreneurs savent très bien vous expliquer ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'ils sont là. Deuxième point, c'est très simple, hein, mais on est dans des cultures, je disais, où l'entrepreneur, forcément au début, a une forte place. C'est pas possible autrement. C'est lui qui maintient à bout de bras le projet. Alors je dis l'entrepreneur, parfois c'est 2 associés, 3 associés, mais il y a souvent un fondateur, celui qui est vraiment l'esprit de l'entreprise, ou 2 fondateurs qui sont l'esprit de l'entreprise. Si vous ne vous entendez pas, si vous ne le savez, n'y allez pas. Là non plus. C'est clé au début de pouvoir être en compréhension avec cet entrepreneur, parce que c'est lui qui porte l'ADN de la structure. Troisième point d'alerte, ne préjugez pas de vos forces. On a toujours tendance, que ce soit dans une petite structure ou une grosse structure, on a tous fait un peu ce survent. C'est normal. Et tous comme ça, on a besoin d'essayer d'aller dire « ah oui, j'ai fait ça, etc. » Le problème dans une start-up, c'est que ça va beaucoup plus rapidement être visible. Quand on est dans un très grand groupe, évidemment, on peut se cacher dans les méandres de ce grand groupe. On l'a tous fait, je ne suis pas en train de critiquer. En revanche, dans une start-up, ça va très vite apparaître. Donc il faut à la fois se faire confiance, ce que j'ai mis, c'est-à-dire bien connaître quelles sont ses forces, mais ne pas en préjuger. C'est ça les 3 points d'alerte, je pense, avant d'intégrer en tant que salarié ou même porteur de projet de start-up. Et enfin, je voudrais terminer cette présentation avant d'échanger avec vous sur 5 idées reçues à oublier avant d'intégrer une start-up. Ça me semblait clé pour ce matin, parce qu'on a vu donc l'historique de où on se situe nous en France et ce qu'on peut faire en termes de start-up. Quelles sont les 7 clés pour intégrer, des points d'alerte, mais les idées reçues, c'est vraiment ce qui nous mine, surtout en France, dans un univers où c'est en train de changer, mais jusqu'ici, on n'était quand même pas très start-up. Première idée reçue. Alors, une start-up, c'est forcément, on nous dit souvent, avoir une idée que personne n'a eue. Ça, il faut absolument l'oublier. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. On est dans une rencontre avec un entrepreneur français qui est très connu maintenant, qui a une capitalisation qui a dépassé la centaine de millions d'euros. Très bonne boîte. Je viens lui présenter ce que je comptais faire. Et une question. Quelques échanges, et puis la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui existe déjà sur ce marché? Évidemment, naturellement, on a dit non, c'est totalement nouveau, c'est incroyable, on change de monde. Comme je voulais pas mentir, j'ai dit non, bah oui, il y a déjà des choses, ça existe. Réponse, c'est très très bonne. Réponse, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut qu'il y ait déjà des boîtes qui se soient lancées, peut-être pas avec le même produit exactement, ou avec la même innovation, mais sur ce marché. C'est très rare, mais parfois, exemple type c'est Facebook bien sûr, et la plupart du temps, on invente quelque chose sur un marché qui commence déjà à maturer. Donc on oublie l'idée reçue, c'est une idée que personne n'a eue, c'est normal si vous avez une idée que déjà quelqu'un a eue, et tant mieux. Deuxième idée reçue, on travaille jour et nuit dans une start-up. Alors désolé de décevoir les workaholics, on est un certain nombre à... C'est pas mal, il ne faut pas pousser, mais on peut travailler de 9h à 19h dans une start-up. Même quand on est dirigeant. Des jours, évidemment, on va travailler plus. Mais cette idée reçue que le bon travail, c'est forcément le surtravail, est une idée qu'on oublie assez vite quand on est entrepreneur, parce qu'au contraire, on est obligé de sélectionner, de classer. Et comme en général, on vit une vie très hachée en tant qu'entrepreneur, parce qu'on doit faire un peu de compta, un peu de facturation, un peu de commercial, un peu d'innovation, etc. Je passe en détail, certains d'entre vous connaissent. On est obligé au contraire d'être extrêmement rigoureux et segmenté. Donc on n'est pas obligé de voir cette pendule qui tourne. Troisième idée reçue, particulièrement pour, je dis votre génération, il y a plusieurs générations ici, j'en suis très content, mais notamment ceux qui ont entre 18 et 25 ans. Je dois cacher mon idée aux autres avant de créer, intégrer une startup. Vous savez, c'est votre pote qui vous a dit dans un déjeuner, vous avez tous eu ça, j'ai une idée géniale, je ne peux pas le parler. Parce que c'est vraiment top secret. Ça va cartonner. Ça va être vraiment un énorme carton, mais je ne peux pas le parler. C'est pas du tout adapté au mécanisme aujourd'hui de diffusion de savoir. Aujourd'hui, au contraire, si vous êtes porteur de projet, ou même si vous voulez intégrer une startup via un projet, parlez, testez votre idée. De toute façon, une idée qui devient une entreprise, je veux dire, c'est vraiment 2% de l'idée et 98% de sueur, de travail, de capacité à la discuter, de trouver un business model et de vous faire payer derrière pour cette idée. Hein. Donc, ne préjugez pas du fait qu'il y a des gens qui ont plein d'idées qui les mettent très très rarement en place. À la rigueur, plutôt, trouvez des gens qui ont des idées et vous montez la boîte derrière. C'est un petit conseil. Quatrième idée reçue, je ne sais plus si c'est la quatrième ou la cinquième, mais quatrième, hein, j'arrive encore à compter.
il faut faire forcément une grosse, j'ai mis, levée de fonds pour avoir une chance de réussir. Ça, c'est, vous savez, on vient vous voir sur une startup, on vous dit le point clé, ça doit être l'investissement, ça doit être l'argent. Il y a un livre qui est très bien fait, qui a été fait par mes camarades à HEC, qui était Loïc Godin, qui est un livre sur les succès du web à la française. Je saurais trop vous inciter à le lire. Je l'avais lu avec beaucoup de gourmandise, ça parle en gros de toutes ces entreprises, j'en ai présenté quelques-unes tout à l'heure, qui sont les Price Minister, les venteprivées.com, on les connaît toutes, qui ont fait d'énormes succès. Et bien, ces 8 à 10 boîtes qu'il a interviewées, aucune ne lui a dit, aucune, que le premier point, ça a été de lever de l'argent. Aucune. Toutes lui ont dit, le premier point, ça a été de trouver un produit différent de ce qui existait sur le marché pour lequel on était prêt à payer un prix. L'argent. Donc en gros, la clé, c'est le produit. C'est la capacité à trouver une offre qui soit pertinente et qui réponde à un besoin. Dieu sait si c'est difficile. Évidemment, ensuite, les problématiques d'investissement interviennent dans un second temps. On n'est pas trop mauvais là-dessus en France, même si depuis 1 ou 2 ans, il y a des discussions polémiques sur lesquelles je ne retrouverai pas aujourd'hui. Et dernier point, la France n'est pas le pays idéal pour réussir à monter sa start-up. C'était un pied de nez à cette journée, la journée consacrée aux business internationaux. Honnêtement, la France, au contraire, est plutôt un très bon pays pour commencer à monter un business. Pourquoi? Parce qu'on y a des crédits d'impôt recherche, parce qu'on y a un écosystème extrêmement dense entre un niveau de formation qui est quand même très élevé, les écoles et les universités y participent, des pouvoirs publics qui sont quand même relativement actifs sur les aides qui donnent aux startups, des espaces de coworking dont je parlais tout à l'heure, Pépinière, etc., qui sont très dynamiques. La question, c'est plutôt, mais là aussi c'est une polémique, on en parlera plus tard, c'est plutôt après. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est plutôt les entrepreneurs qui ont commencé à réussir. Ça ne vous a pas échappé qu'un certain nombre d'entre eux essayaient plutôt de s'en aller. Mais en revanche, monter et créer une boîte, y compris mondiale, c'est-à-dire avec un accès au marché mondial via Internet en France, c'est possible et je ne saurais trop vous conseiller de vous lancer. Oui, bonjour. Simplement, je suis arrivé en retard et donc je n'ai pas entendu ce que vous aviez fait. Quelles sont les 2 sociétés que vous avez montées? Au début, en fait, ma casquette ici ce matin, c'est cette casquette de Mutual Startup, où je suis le cofondateur. Mutual Startup, c'est une plateforme, c'est un salon professionnel, sauf que sa particularité, c'est d'être entièrement à 100% dédié aux startups. Donc là où les salons professionnels classiques sont dédiés à des entreprises comme j'en parlais tout à l'heure, L'Oréal, etc. Nous, on dispose d'un, j'allais dire, un catalogue, en tout cas, une présence forte, une centaine de startups aujourd'hui, j'espère beaucoup plus demain, parce qu'on s'est rendu compte de 2 choses. D'abord, les startups seules ont beaucoup de mal à recruter, c'est normal, elles n'ont pas de visibilité. Puis c'est aussi une question de valeur, on en parlait tout à l'heure, c'est en train de se retourner, mais au départ, dans une école, il y a 5 ou 6 ans, on n'allait pas chercher un job en start-up. On allait chercher un job d'abord dans un grand cabinet de conseil, dans une grande banque, chez L'Oréal. Donc on a monté cette initiative pour faire en sorte qu'on casse cette logique-là pour les start-upers. Pourquoi? Peut-être en complément, je me permets, parce qu'il y a un instant, j'évoquais la notion de produit. Le premier temps, c'est le produit. Mais le deuxième temps, tous les entrepreneurs aussi dans ce livre le disent, quand ma boîte commence à exploser et que j'ai besoin de 10 profils hyper bons en commercial, 3 profils par exemple, en développement 3 profils et en back-office 3 profils, je suis, excusez-moi l'expression, dans la merde. Je suis dans la merde parce que j'ai 5 CV par mois. C'est vrai, hein? Quelqu'un comme Jean-Baptiste Rudel qui a créé Criteo, aujourd'hui une boîte mondiale, etc., explique très bien qu'au départ, sa difficulté, c'est le moment où sa boîte a explosé, parce que son produit est génial. Criteo, vous êtes tous peut-être sur les réseaux sociaux, vous êtes tous peut-être dit parfois, tiens, c'est bizarre, j'ai visité un site d'agence en ligne, par exemple, pour aller à Cuba, et bizarrement, derrière, quand je suis sur Facebook ou sur d'autres endroits, j'ai une petite pub qui m'envoie à Cuba ou à d'autres îles des Caraïbes. C'est pas par hasard, c'est Criteo. Et ça marche très bien. Cette question-là, il a eu un moment, comment je génère suffisamment de visibilité. Maintenant, sa boîte est suffisamment connue et mondiale pour trouver des profils excellents qui y vont, mais au début et au bout de 2-3 ans, c'est pas ça. Et par ailleurs, je disais que j'ai monté une boîte digitale, une agence web, une agence digitale de communication. C'est le deuxième exemple. Vous avez peut-être une question? Oui.
une question. Oui, je voulais être sûr que j'ai bien compris. Je ne sais pas si on entend. Ah d'accord. Et donc c'était pour savoir, quand c'est un management buyout, est-ce qu'on considère que c'est comme une start-up? Ça dépend du produit ou... Peut-être expliquer aux gens ce qu'est un management buyout, c'est l'encadrement, la maîtrise qui va racheter son entreprise dans le cadre. Et volonté du propriétaire de l'entreprise de s'en séparer. Personnellement, j'ai vécu ça justement avec une mission dans une société. Et on faisait des startups parce que j'ai pensé à cette société. J'ai vu que c'est une société qui était innovante sur le plan technologique, qui était en avance par rapport à la réalité des sociétés françaises dans son domaine, sur son marché. Ouais. Pour donner du relief à cette question, la réponse est oui. D'ailleurs, management ou spin-off, par exemple, c'est-à-dire des entités qui se détachent de grandes boîtes, c'est comme ça que sont nées au départ un certain nombre des entreprises innovantes de la révolution des années 2000. Alors certes, elles ont connu des vies parfois difficiles. Je vous ai parlé tout à l'heure des dot-com, exemple de boîtes de marché. Certaines ont résisté, on parlait d'Amazon. Certaines, en fait, ont une culture comme Facebook qui est née à ce moment-là. Et donc, parfois, une start-up ne naît pas de deux entrepreneurs tout seuls dans leur coin. Elle naît d'une très grosse structure, mais dont on se détache. Pourquoi c'est plus facile? Deuxièmement, pour que vous compreniez bien, souvent ça vous donne quand même une expérience réelle du monde de l'entreprise, et souvent ça vous donne aussi un carnet d'adresses et un réseau commercial qui permet de commercialiser ce produit. Là, c'est vraiment un point clé, là où c'est plus difficile quand on se lance au tout début. Ça répond peut-être à votre question. Ouais, finalement, l'essentiel, ce que j'ai dit, c'était ma définition dans cette présentation, c'était que l'innovation, la création soit au cœur du processus, avec une volonté d'aller plus vite que son marché. Je crois que c'est vraiment la meilleure définition de ce qu'on peut appeler une start-up. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des échanges sur des projets que vous portez, ou si vous voulez intégrer une start-up, des questions que vous posez à l'issue de cette présentation? Oui. Oui, c'est pour la question. Comment on fait pour avoir des formations chez vous pour l'entrée dans votre organisation de Mestar? C'est pour ça. Votre question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait des formations chez nous? Voilà, c'est ça. Non, actuellement. Nous, en fait, on se positionne vraiment plutôt comme une aide aux gens qui ont fondé une start-up. C'est vrai qu'on rend un service qui est aussi un service qui va être un service pour les étudiants ou les jeunes diplômés, puisqu'ils viennent. La dernière édition qu'on a faite, il y avait quoi, un peu moins de 2000 jeunes diplômés étudiants. C'est un peu comme aujourd'hui, finalement. La présence de gens qui recherchent des jobs, des stages. Mais nous, on se positionne surtout comme un service offert aux start-upers. Service qui consiste à les aider dans la phase de recherche de profils de qualité pour que leur boîte monte en puissance. Si je devais le résumer quelques mots, c'est vraiment ça. Alors derrière, vous voyez, j'ai dit une conférence ce matin, je le fais très souvent. Il y a dans d'autres cadres, donc on a un côté qui est très d'ailleurs de cette nouvelle économie dont on parle, qui est vraiment dans le partage, dans la capacité à échanger et donc du coup à se rendre des services. Mais essentiellement, retenons que c'est un service offert à des entrepreneurs, pour des entrepreneurs qui veulent trouver des équipes de qualité. Oui. Alors, la question, je le redis au cas où on n'a pas tous entendu, est-ce qu'on peut parler aussi d'auto-entrepreneurs? Oui. On a une tendance en France, c'est à confondre parfois les dispositifs légaux, parce qu'on a un pays qui est très marqué par le droit, c'est classique, et la réalité de l'entreprise. L'auto-entrepreneur, finalement, c'est un statut. Vous savez, c'est un statut qui, en général, normalement, est censé permettre de commencer à tester une idée. Est-ce que c'est capé? C'est limité, je crois de mémoire à 28 000 ou 30 000 euros de CA par an, c'est très peu. Enfin, il faut souhaiter qu'une entreprise fasse un peu plus de CA rapidement, mais qui permet de tester une idée tout seul. Donc, la réponse est oui. Si ce statut est là pour tester une idée et grandir, ma réponse est oui. Si ce statut, d'après ce que j'ai lu comme statistique,
sur le sujet est là pour garantir un complément de revenus à côté d'autres activités, notamment une activité salariée, ma réponse sera non. Bon, pas que ce soit pas bien, je trouve ça très bien. Je suis très libéral, donc je trouve que tout le monde puisse générer de l'activité au maximum de ses possibilités. Mais ma réponse sera plutôt oui, on sera là en aide si ce statut est utilisé au départ un petit peu pour arriver à tester son marché clé. D'ailleurs, je ne saurais trop le conseiller. Autre conseil que je peux donner, si on est porteur de projet ou même si on intègre une startup, tester, rencontrer des gens, dialoguer avec eux, ne pas hésiter à se mettre en défaut avant plutôt qu'après. J'ai telle idée, ouais c'est nul. Bon, c'est chiant, ça. Bon, mais d'accord, ok, mais tu me dis que c'est nul, mais pourquoi? Tu rentres dans le process, et puis du coup tu avances. Et toi, tu affines ton produit en fait, ça t'aide vraiment à comprendre. Et l'auto-entreprise, du coup, pendant un an, sans avoir à beaucoup faire de CA, avec des charges qui sont plus faibles, hein, c'est de l'ordre de 15% au lieu de plus, ça peut être une très bonne initiative. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, ça va, sans niveau. Oui. Une très bonne question hein, sur la question du salaire. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, est-ce que c'est intégrer une start-up, c'est forcément avoir un salaire plus faible? Donc il manquait quelque chose dans ma présentation. J'aurais pu mettre 6e idée reçue, je serais très très mal payé dans une start-up. C'est incroyablement divers. Et vous seriez surprise de voir que certaines startups, notamment effectivement sur les profils, plus souvent, c'est vrai, IT, le développement, sont parfois très 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 bien payés. Mais par exemple, les très bons commerciaux, aujourd'hui, on se les arrache aussi. Il y a un problème, il y a une pénurie de bons commerciaux. Bon commercial, je reviens, hein, l'entrepreneur, il a besoin de vendre son produit, je peux vous dire qu'il est dépendant de sa force commerciale. Donc j'aurais tendance à vous dire, pour être concret et pas vous donner de fausses pistes, globalement, évidemment, les grands groupes gardent une capacité, notamment pour les gens qui sortent d'école, à offrir des salaires assez élevés, très compétitifs, avec une perspective d'évolution. Mais on a certaines startups, il faut bien les viser, qui sont capables d'offrir des packages qui sont aussi intéressants, avec une différence, notamment dans la phase de début, 1 à 2 ans de la startup. Certaines startups offrent carrément des parts, alors il y a une prise de risque, hein, mais vont offrir des parts de la startup, notamment au profil IT dont je parlais, à cette startup. Alors l'exemple mythique, c'est Google. Vous savez, c'est la secrétaire de Google qui possède 1% de capital, mais je trouve qu'aujourd'hui l'action vaut 1050 $. Rêvez, quand on a déjà une action, c'est pas mal. Quand on en a 1 million, voilà. Mais sans arriver à ces exemples qui sont les anecdotes les plus classiques, on a des startups qui vont petit à petit se valoriser et finalement essayer de trouver un package qui soit compétitif de leur côté, c'est un intérêt pour eux et pour vous, vous pouvez y trouver vraiment des opportunités. Il faut bien trouver, il faut prendre le temps d'essayer de sélectionner, de voir ce qui peut avoir du sens demain. Très bonne question. Est-ce que notre produit s'adresse uniquement à des startups du digital? La réponse est non. On a fait en sorte qu'au contraire, tous les modèles, alors aujourd'hui beaucoup de sociétés ont des sites internet, mais leurs modèles peuvent être des modèles qui sont extrêmement divers. On a eu un exemple d'une boîte qui se développe dans le secteur des éoliennes. C'est des éoliennes sans bruit. Parce que vous savez, aujourd'hui, le marché est limité, alors que c'est un marché qui a évidemment probablement du potentiel, parce que les riverains, d'abord certains c'est très moche, ça c'est un débat, on va pas rentrer là-dedans ce matin, mais même il y a des problèmes de bruit et du coup des collectifs de riverains qui sont connaissants. Par exemple, il y a des boîtes innovantes qui sont là-dessus, ça n'a rien à voir avec le digital, et du coup ça a tout à fait vocation à être accueilli par notre produit et notre plateforme.